Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai l'honneur d'avoir un invité de marque puisque je reçois aujourd'hui quelqu'un qui a littéralement changé la vie de milliers de personnes francophones, dont la mienne. Normalement, vous savez de qui je parle. Il est entrepreneur, auteur, best-seller, youtubeur, blogueur, mais surtout c'est quelqu'un qui incarne à 100% ce qu'il enseigne, la liberté. Olivier Roland a quitté l'école à 18 ans, monté sa première boîte à 19 ans et depuis, il n'a jamais remis les pieds dans le système classique. Il est l'auteur du célèbre livre « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études », vendu à plus de 130 000 exemplaires. C'est un manifeste pour tous ceux qui veulent apprendre autrement et vivre librement. Donc son nouveau livre « Tout le monde n'aura pas la chance de quitter son pays » pousse encore plus loin la réflexion, comment optimiser sa vie, son business et sa fiscalité sans trahir ses valeurs. Il vit entre plusieurs pays, accompagne des milliers de lecteurs et d'élèves dans le monde entier et aujourd'hui, il est avec nous pour parler liberté, expatriation, entrepreneuriat et peut-être aussi de ses galères et de ses remises en question. Bienvenue Olivier, je suis très fier de te recevoir aujourd'hui en interview, qui est aussi ma première interview. Donc j'ai un invité de marque, donc j'espère que tout va bien se passer, j'ai chaud. Et toi aussi tu as chaud. Où est-ce que tu es là en ce moment là? Tu es? Salut Sébastien, merci de m'accueillir. Là je suis à Marrakech. Ok. Il fait combien? Il doit faire 30 degrés là, oui. Ah, ça tape un petit peu, mais bon... moins qu'à Dubaï. Moi je suis en intérieur et je transpire. Donc on va commencer. Moi ce que je voulais c'est qu'on commence par parler de toi, de ton parcours, parce que tu es un des dinosaures, comme on dit, je sais pas si tu aimes qu'on te qualifie d'ancien, mais tu es un des premiers infopreneurs sur internet. Et donc j'aimerais qu'on parle de ton parcours. Et ensuite après on pourra parler de ton livre. Voilà, qu'est-ce qui t'a donné envie de l'écrire et peut-être des appels à l'action pour motiver ceux qui nous regardent. Donc, première question, commençons par l'enfance. Tu viens de quel milieu? À quoi tu rêvais quand tu étais gamin? Ouais, bah écoute, moi je viens d'un milieu plutôt modeste. Mon père était facteur, puis trieur de courrier à la poste. Ma mère a été mère au foyer pendant 20 ans. Puis quand elle avait la quarantaine, elle a repris ses études. Elle est devenue alphabétisatrice, donc ça veut dire qu'elle aide, en gros elle a aidé des gens analphabètes, typiquement des immigrés qui savaient ni lire ni écrire le français et souvent pas dans leur langue natale non plus, à apprendre à lire et écrire le français. Donc voilà, milieu très modeste. J'avais quand même des grands-parents du côté de ma mère qui étaient commerçants et du côté de mon père qui était artisan, donc bon, quand même entrepreneurs, mais bon, je ne les ai pas vus assez pour que vraiment ils me transmettent le virus, donc c'est pas par eux que c'est passé. Voilà, et donc mes rêves quand j'étais gosse, c'est ça? Bon, ouais. Écoute, comme beaucoup d'enfants, moi je rêvais d'être pilote de chasse, astronaute et ce genre de trucs. Et par contre, j'ai très tôt voulu devenir auteur, donc je suis content d'avoir accompli ce rêve-là. Est-ce que c'était justement parce que tu voyais ta mère donner des cours de français, d'alphabétisation? Non, parce que... Avec les livres? Non, parce qu'elle m'a eu tôt, et donc quand elle a commencé à donner des cours d'alphabétisation, j'avais déjà la vingtaine, en fait, j'avais déjà créé ma boîte. Ok. Bah, j'ouvre une parenthèse, parce qu'au final, la façon dont on s'est connus, moi, honnêtement, je crois que c'est un ami à moi qui m'avait parlé d'un de tes blogs, livres pour changer de vie.com, c'était ça le nom de ton blog? Des livres pour changer de vie. Voilà, et moi, ça, ouais. Voilà, et donc c'est pour ça, donc quand je parlais des livres, on va dire c'était un peu ta spécialité de vulgariser, de résumer certains livres que les gens n'auraient pas pris le temps de lire, et toi tu étais là pour les inspirer. Et j'avais vu que tu avais écrit ce livre-là, donc que j'ai là, qui est « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études », et comme moi j'ai arrêté l'école avant le bac, ça me parlait, je l'ai acheté. Et moi, c'était un moment un peu difficile dans ma vie, et en le lisant, je me suis lancé. Et alors, je sais plus si c'est dans ce livre ou dans une de tes vidéos où tu donnais, alors je vais pas dire que c'était un conseil, mais en tout cas t'expliquais que si jamais on avait la possibilité, si on s'entendait bien avec son patron, de demander une rupture amiable, à l'époque on pouvait le faire, et pour toucher le chômage, et que ça pouvait être un bon tremplin pour se donner le temps pour se lancer. Et donc moi c'est ce que j'ai fait, donc j'ai lu ton livre, j'ai fait une rupture amiable, je me suis lancé avec toi, donc avec Blogueur Pro, ça c'était en 2018, et d'ailleurs donc j'ai une dédicace de toi. Donc ça c'est Bruxelles 2018, je sais pas si tu te souviens, parce que après peut-être que chaque année tu changeais, ou plusieurs fois, tu as fait plusieurs fois Bruxelles? Oui, je me rappelle, j'ai fait qu'une seule dédicace à Bruxelles, donc je me rappelle très bien. Ouais. Voilà, donc là il y a les... Il y a les petits messages. Donc là, c'est pour Lola, donc mes deux enfants, pour Lola et Antoine, voici le livre qui a changé la vie de votre papa. Rebelle intelligent, petit smiley, Olivier, Bruxelles, octobre 2018. Voilà. Et c'est suite à ton accompagnement qu'au final, je me suis lancé sur... C'est pour ça que cette interview me tient beaucoup à cœur. C'est que c'est suite à la lecture de ce livre que je suis passé à l'action, parce qu'à un moment, il faut passer à l'action, que je me suis lancé avec toi et que de fil en aiguille, c'est devenu, à aucun moment, hein, je voulais
être youtubeur au final. Et me voilà maintenant à Dubaï avec mes enfants. Donc j'ai gardé ça. Donc c'est la petite parenthèse, c'est pour ça que ça part d'un livre. Là on parlait de livres. Et donc ça tu me dis que ça partait de très jeune, cette envie de devenir écrivain. En tout cas... Oui, j'avais plus en tête de devenir auteur de fiction, mais finalement être auteur de livres pratiques c'est très bien aussi parce que comme tu en es l'exemple, ça change des vies. Hein. Donc ça fait toujours plaisir. Hein. Et qu'est-ce qui t'a poussé à justement ne pas suivre le chemin classique? Est-ce que tu as eu un moment donné, un moment précis, un déclic où tu t'es dit « je veux être libre » ? Oui, tout à fait. En fait, comme toi, j'ai pas le bac, j'aime bien dire que j'ai un bac -2. Parce que j'ai arrêté l'école à 18 ans pour créer ma première boîte. Et qu'est-ce qui m'a provoqué le déclic de ça? Déjà, en fait, quand j'étais adolescent, j'étais très timide, je ne sais pas parler aux filles. Et donc, comme beaucoup de gens timides, je me suis réfugié dans l'informatique. Parce que l'informatique a deux grandes qualités. C'est un monde infini, tu peux y passer ta vie et toujours apprendre des choses. Et deux, ça ne demande pas beaucoup d'interaction humaine. Donc pour les gens timides, c'est super intéressant. Et du coup, j'avais développé des compétences avec un ami. Tu vois, je n'étais quand même pas complètement social, j'avais quand même quelques amis. Et on s'est rendu compte qu'on résolvait régulièrement des problèmes qui paraissaient insurmontables aux gens et qui nous paraissaient faciles, que vraiment on résolvait en un claquement de doigts. Et on s'est dit, tiens, pourquoi on ne gagnerait pas de l'argent avec ça? Et on a une démarche intelligente pour des jeunes de 18 ans. Tu vois, plutôt que de se dire, OK, allez, on va faire un business plan, et puis on va essayer d'obtenir des financements et tout ça. Non, on s'est dit, bonne idée, comment on va faire pour tester, pour voir si ça marche? Et on a passé une annonce dans un journal d'annonce local, et on en a investi quelque chose comme 10 € à l'époque. C'était en francs en plus, hein, tu vois, c'était en 99, mais bon, je convertis. Et on a eu en un mois 800 € de vente. Donc pour des jeunes de 18 ans, qui avaient peut-être, 5 € d'argent de poche par semaine, c'était incroyable, tu vois, waouh! Puis surtout, tu vois, on était des ados, on ressemblait à rien, on s'habillait mal, on était complètement au black, ça se voyait. Deux, juste deux ou plus? Ouais, on était deux. Et on n'avait pas de voiture, on allait chez le client en bus, en métro, enfin c'était vraiment la débrouillarde, quoi. Et tu voyais que les gens étaient contents, qu'on arrivait à résoudre leurs problèmes et que ils nous payaient. Littéralement, ils nous donnaient de l'argent dans nos mains, quoi. Et ça, tu vois, pour moi, ça a été le déclic parce que j'étais vraiment plus bien dans le système scolaire. Je m'étais même fait convoquer par le directeur de mon lycée qui m'avait dit « Olivier, vous démotivez des profs, vous êtes tellement démotivé que vous démotivez des profs. » Parce que je dormais sur la table comme ça, tu vois. Et il m'a dit « Il y a des profs qui veulent plus donner cours quand vous êtes dans la salle, quoi. » T'imagines? Donc j'étais vraiment pas bien à l'école et là je me suis dit génial, c'est mon ticket de sortie, ça va me permettre de créer ma propre voie, de rentrer dans la vie active et tout, de quitter mes parents. Et mon ami lui a dit non, moi d'abord je vais passer mon bac, faire mes études puis je verrai après. Et j'ai dit ok, pas de souci, je vais faire ce projet moi-même. Et donc j'ai arrêté l'école à 18 ans et j'ai travaillé 1 an sur le projet en me faisant accompagner par des organismes d'accompagnement. Et au final, j'ai créé ma première entreprise donc de prestations informatiques qui a ensuite un peu pivoté vers le développement logiciel donc à 19 ans, en l'an 2000. Ok. Et à quel moment, là, moi c'est un business physique, à quel moment tu as basculé ou tu as découvert Internet ou la possibilité de faire de l'infoprenariat? Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier, un élément déclencheur? Oui, donc c'était une aventure géniale de créer cette boîte aussi jeune. J'ai fait d'ailleurs beaucoup d'erreurs parce que passer du statut de lycéen à chef d'entreprise, c'est pas évident. J'ai failli mettre la clé sous la porte au bout de 6 mois par exemple et j'ai réussi à redresser l'entreprise, etc., etc. Donc super aventure, mais le problème c'est qu'au bout de 5 ans, je commençais vraiment à en avoir marre de travailler 60-70 heures par semaine et de prendre une semaine de vacances par an, ce qui est le rythme de beaucoup d'entrepreneurs. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, cette boîte que j'avais créée pour devenir libre, c'était devenu une prison que je m'étais moi-même bâtie parce que je ne voyais pas, à l'époque je devais avoir 2 employés je crois, je ne voyais pas comment je pouvais réduire mon temps de travail dans cette entreprise sans mettre en péril la rentabilité, je ne voyais pas comment la vendre, je ne voyais pas comment, j'avais pas d'autres sources de revenus. Je me suis dit waouh, en fait je suis prisonnier de cette boîte, je peux pas avoir un meilleur équilibre de vie. Et j'ai cherché une solution comme ça pendant plusieurs années. Et je l'ai trouvé 3 ans plus tard en lisant un livre qui a complètement changé ma vie. C'est La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Et ce livre m'a vraiment mis une énorme baffe. J'ai dû le lire en un week-end. Et en un week-end, il a complètement changé ma perception du métier que je pratiquais depuis 8 ans, à savoir le métier d'entrepreneur. C'était en quelle année ça? Ce que Tim Ferriss, il explique. C'était en 2008. T'avais quel âge? En 2008, je devais avoir 27 ans. Et donc je lis ça et grosse baffe, je me dis waouh, mais ça c'est mon rêve, c'est exactement ce que je veux. Je veux un business sur le web qui me donne la liberté de faire ce que je veux, tu vois, parce que c'est en gros ce que proposait le livre.
Et Tim Ferriss recommande un deuxième livre, enfin il recommande plusieurs livres à la fin, moi j'en lis un deuxième juste après, donc c'est The He-Myth de Michael Gerber, donc le mythe de l'entrepreneur. Et là, boum, je me prends une deuxième grosse baffe, donc j'avais les joues bien rouges, tu vois, parce que là, Michael Gerber, il explique dans son livre le problème que j'avais. Pourquoi, en fait, je suis prisonnier de mon business alors que je l'avais créé pour devenir libre. Et là, tu vois, c'est incroyable parce que j'avais l'impression que j'étais le seul au monde à avoir ce problème-là, alors que je me rends compte qu'en fait, c'est par défaut, la plupart des entrepreneurs tombent dans ce piège, tu vois. Et donc là, ces deux livres changent en 2 semaines complètement la perception de ce métier que je pratique depuis 8 ans. Et donc ça m'a donné envie de me lancer sur le web. J'avais aussi découvert un blogueur à l'époque, Steve Palazzolo, qui disait qu'il gagnait 40 000 $ par mois en écrivant des articles. Donc je me suis dit génial. Donc j'ai créé un premier blog, un deuxième blog qui n'ont pas marché. Et au final, le troisième a été le bon parce que je me suis dit, en fait, je suis trop bête, j'adore lire. Mais en 8 ans d'entrepreneuriat, j'ai jamais pensé à lire un livre pratique de business. Tu vois, je lisais que des livres de fiction. Et je me suis dit, mais quelle erreur monumentale. Et si je l'ai fait, probablement que je ne suis pas le seul et qu'il y a des milliers de personnes qui font la même erreur. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer le blog, tu vois, qui t'a permis de me découvrir. Et des livres pour changer de vie et qui m'a permis de devenir blogueur pro, donc un infopreneur du web, des livres pour changer de vie. Et je me suis lancé, tu vois, mon gros avantage par rapport à des blogueurs, on va dire, plus classiques, c'est que j'étais entrepreneur. Donc, je n'allais pas me contenter de lire des livres, j'allais les lire et les appliquer dans mon business. Donc, le concept, c'était aussi de partager comment je changeais les choses dans mon business au fur et à mesure. Et donc, je démarre ce blog avec un défi de lire 52 livres en 52 semaines et d'en publier un résumé par semaine, tout en expliquant comment je mettais en pratique dans mon business. Et ce blog a été le premier de tous les blogs que j'ai créés qui m'a permis d'atteindre le succès et c'est lui qui a lancé ma carrière d'entrepreneur web. Comment tu as fait pour monétiser ce blog ? Au début, c'était. Est-ce que c'était de la pub ? Excellente question. Tu avais déjà pensé à faire des formations ? Parce que quel genre de formation on peut faire quand on résume des livres ? J'avais pas encore pensé à faire des formations. Je savais pas trop comment j'allais monétiser à l'époque. J'ai mis de la pub AdSense et puis j'ai mis des liens Amazon. Ça devait peut-être rapporter 300 € par mois à l'époque. Au bout d'un an, tu vois, donc c'était bien, mais sans plus. Et en fait, je me suis fait aider d'un ami et consultant marketing, Sébastien, qui m'a. Sébastien Knight ? Oui, absolument. Ah, ouais. Je connais, non, parce que moi, il était anciennement, avant, il était dans la séduction, après, il s'est reconverti en copywriter. Ouais, exactement. Et donc, et avec lui, on a élaboré un plan, si tu veux. On a demandé à mon audience comment déjà, on a créé la mailing list. On a eu à peu près 300 personnes en 2 semaines. C'était une petite liste, mais qualifiée parce que de gens qui m'aimaient bien. Et puis, on leur a demandé, en gros, comment je peux vous aider davantage. Et là, les gens ont dit, écoute, Olivier, nous, on veut créer notre boîte, mais on procrastine, aide-nous, quoi. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, génial, parce que déjà, ça faisait 9 ans que j'étais entrepreneur. Et je faisais aussi partie du jury d'une structure de financement de petites entreprises où j'avais vu passer une bonne centaine de dossiers. Et donc, j'avais vraiment une bonne vision de qu'est-ce qui faisait un bon projet ou pas. Et je me suis dit, et puis en plus, je venais de bouffer pendant 1 an, si tu veux, plein des meilleurs livres de business du monde, de livres sur comment s'organiser, arrêter de procrastiner, etc. Donc je me suis dit, parfait, je vais créer une formation pour les aider, tu vois. Et donc j'ai créé ma première formation qui s'appelait Agir et réussir. Quand j'ai lancé, je suis passé de 300 € à 3000 € par mois de chiffre d'affaires en 1 semaine, quoi, parce que ça durait 2 semaines, on va dire, le lancement en tout. Donc ça, c'était en décembre 2009. Et 3 mois plus tard, mars 2010, là, je fais un lancement. Alors, le premier lancement était extrêmement rudimentaire. Il n'y avait pas de vidéo, c'était que par email, que du texte sur 300 personnes, tu vois. Et là, deuxième lancement, on avait un gros affilié qui était Christian Godefroy, un des ancêtres des infopreneurs. Il y avait de la vidéo. Ça ressemblait beaucoup plus déjà à un lancement tel qu'on les voit aujourd'hui, quoi, les masterclass, les défis, etc. Mais bon, filmé avec c'était beaucoup plus rudimentaire qu'aujourd'hui et avec des partenaires. Et là, incroyable, le chiffre d'affaires passe de 3 000 à 14 000 € par mois. Et je me dis, ok, là, génial, 3 000 € c'était bien, mais tu vois, tu sais pas, est-ce que c'est un vrai business ou pas, tu sais pas encore, parce que bon, c'est un peu léger quand même, tu vois. Là, 14 000, tu te dis, ok, c'est un vrai chiffre d'affaires de TPE, là c'est bon, j'ai un business, du coup, je me suis dit, super, je vais pouvoir revendre ma boîte et puis commencer à vivre mes rêves. Ma première boîte, pas la deuxième, du coup. Excuse-moi, tu étais toujours en France là, à ce moment-là ? Oui, toujours en France. Tu n'avais pas encore commencé à voyager ? Non, puisque je venais juste de faire ma transition vers le web, quoi. Et là, comme je fais toujours, je me jette jamais à l'eau complètement. Je commence par mettre mon petit orteil. Je prends des risques mesurés. J'ai séparé en fait l'entreprise en 3 portefeuilles clients différents et j'ai vendu le portefeuille client le plus casse-pied
à une boîte, tu vois, à un confrère. J'ai donné la clé du reste à mes employés. Et puis je me suis dit, ok, j'ai jamais quitté l'Europe, j'ai jamais pris plus d'une semaine de vacances par an. Là, j'y vais à fond. Je pars 1 mois dans le Pacifique. J'ai fait 15 jours à Wallis et Futuna et 15 jours à Fidji. Donc vraiment à l'autre bout de la planète, tu vois, j'ai été all-in là-dessus. Et puis je me suis dit, je vais faire un lancement de là-bas, de ma formation. Et je suis revenu de ce mois de voyage, non seulement les yeux émerveillés et beaucoup plus riche spirituellement et humainement et tout ça, mais en plus, je suis revenu plus riche économiquement parce que mon lancement avait marché. Tu vois, alors je l'avais lancé de Wallis, qui était vraiment un petit caillou de 10 km de long au milieu du Pacifique, quoi. C'est incroyable. Donc je me suis dit, ah bah, génial, parfait, maintenant je suis convaincu, c'est ça que je veux vivre. Et j'ai revendu le reste de l'entreprise. Et puis du coup, je me suis focalisé sur la nouvelle. Mais c'est que 5 ans plus tard, en fait, que j'ai quitté la France. Comment après, parce que moi, je t'ai suivi en 2018, c'est ça? Donc c'est presque 10 ans après. Comment tu as évolué? Est-ce que c'était... à quel moment tu es passé de ta première formation à la formation Blogueur Pro? Est-ce qu'il y en a eu plusieurs? Ou est-ce que c'était... Alors, en fait, très vite, j'en suis venu à Blogueur Pro parce que j'ai eu un déclic. À l'époque, un des plus gros blogueurs de France, c'était Éric Dupin avec son blog Presse Citron, qui était un blog d'informatique, je crois qu'il existe toujours d'ailleurs. Et un jour, il a publié un article pour expliquer, pour dire un petit peu qu'il était très content, que la vie était belle, c'était génial, et que son business tournait. Il donne ses chiffres, tu vois. Il dit « Waouh, c'est dingue, Presse Citron, c'est 30 000 visites par jour. Et je gagne 6 000 € par mois. Enfin, la boîte gagne 6 000 € par mois, c'est incroyable. » Et là, je vois ça, je me dis, waouh! Parce que lui, il avait 30 000 visites par jour. Moi, j'avais 30 000 visites par mois. Et il était à 6 000 € par mois. Moi, j'étais à 14 000 € par mois. Donc, je me suis rendu compte qu'il avait 30 fois plus de trafic que moi, mais qu'il faisait moins de la moitié de mon chiffre d'affaires. Et là, je me suis dit, what the fuck? Et c'était un des plus gros. Je me suis dit, what the fuck? Mais là, j'ai compris un truc qu'eux n'ont pas compris, c'est sûr, tu vois. Et en fait, ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que se baser sur la pub et les placements de produits pour gagner sa vie, c'est vraiment nul, parce qu'il te faut un trafic gigantesque et que tu maximises pas en fait le revenu. C'est en vendant tes propres produits que tu maximises ton revenu. Et donc là, je me suis dit, bah écoute, il faut que j'enseigne ça. C'est évident que du coup, ce que j'ai appliqué là sur mon blog, il faut que je l'enseigne. Parce que si un mec comme Éric Dupin, qui est censé être un des meilleurs de France, il a des résultats aussi nuls, clairement, il n'est pas le seul et je peux enseigner aux autres, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de Blogueur Pro. Ok, mais lui, tu l'as pas contacté. C'est de ton côté, tu t'es dit, tiens, je vais former, ou est-ce que tu t'es dit, tiens, je vais l'aider Alors, je l'ai interviewé, je lui ai proposé une interview, elle est toujours sur Blogueur Pro, d'ailleurs, le blog Blogueur Pro. Et je lui ai expliqué le concept, tu vois, je lui ai dit, écoute, déjà, mais tu sais, bon, c'est toujours pareil, quelqu'un qui est dans un autre univers, il voit quelqu'un qui ne connaît pas débarquer de nulle part, à ses yeux, j'étais un nobody, quoi, tu vois. Déjà, il était très sympa d'avoir dit oui pour l'interview, quoi. Et donc, tu vois, je lui dis, bah, écoute, la première étape que tu pourrais tester, c'est d'être affilié, plutôt que de faire des placements de produits, mais des liens affiliés, tout ça. Il a plus ou moins suivi mon conseil, et au final, tu sais, c'est facile de retomber dans les vieilles habitudes, donc c'est pas si facile de changer. La position de personnes en plus qui s'estiment être vraiment au top, tu vois, alors qu'ils n'ont pas forcément conscience de ce qu'ils ratent. Donc là, Blogueur Pro, ta première édition, la première promotion, c'était en quelle année? C'était fin 2010. Ok, donc là c'est au tout début. Bon là c'est les blogs, hein, mais c'est vrai que j'imagine maintenant, bon YouTube, je pense que ça doit être le début de YouTube. Je pense que ça veut dire que Thibaut InShape, Squeezie devaient commencer YouTube à cette époque. Et encore, je suis même pas sûr qu'ils avaient commencé à cette époque-là. Moi j'ai démarré ma chaîne en fin 2009, on peut retrouver la date sur ma chaîne. Mais à l'époque, je voyais pas ça comme un média, je voyais ça comme une manière d'héberger les vidéos que je voulais mettre sur mon blog, tu vois. C'était notre époque. Il y avait Facebook, il n'y avait pas encore Instagram, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas Snapchat, il y avait plein de trucs qui n'existaient pas. Ouais, c'était l'âge d'or de Facebook à l'époque, je me souviens. Et aujourd'hui, est-ce que tu es toujours... alors désolé si je n'ai pas suivi. Est-ce que tu as toujours Blogueur Pro? Est-ce que tu as fait évoluer? Maintenant, la formation s'appelle Business Libre. Et sinon, le but de la formation, c'est toujours pareil, c'est t'enseigner comment tu utilises le marketing de contenu pour fédérer une tribu de fans, de prospects qualifiés et puis de clients. Notamment qui vont te dire exactement comment tu veux, comment ils veulent que tu l'aides, et ensuite à qui tu vas vendre avec des lancements, quoi. Ok. Oui, donc tu as un peu adapté en fait ce que tu faisais avec Blogueur Pro, mais sur d'autres plateformes, pour pas rester uniquement sur la partie blog. Blogueur Pro, ça n'a jamais été monoplateforme, hein. Je ne sais pas si tu te rappelles. Vu que oui, il y avait aussi vidéo, oui, il y avait vidéo, oui.
J'ai toujours parlé du fait que dans Blogueur Pro, on enseigne le blog et son écosystème, hein, donc chaîne YouTube, page Facebook, compte Insta et tout ça. Il y a toujours, dès le début, cette notion d'écosystème. Et aujourd'hui, alors, tu as, je sais pas l'âge que tu as, un peu plus que moi, je crois. Moi, je suis de 82. Toi, t'es de quelle année? Moi, je suis de 80, donc j'ai 44 ans là. Ok. Et quelle est ta, je sais pas, une vie d'Olivier Roland aujourd'hui? C'est quoi une journée type? Est-ce que tu as des routines? Est-ce que tu as des ça dépend si je suis chez moi à Dubaï ou si je suis en voyage. Tu vois, l'année dernière, par exemple, j'ai voyagé 7 mois et demi. 7 mois et demi? Beaucoup. Mais j'adore ça. En fait, ça fait 15 ans que je voyage plus ou moins 6 mois par an. Alors, des années, c'est plus, des années, c'est moins. Tu vois, ça dépend. Mais j'adore ça, en fait. C'est juste extraordinaire. Et j'ai passé 2 mois au Brésil, par exemple, parce que j'adore le Brésil, dont 1 mois à Caeté, dans un endroit paradisiaque. Donc, j'ai pas la même routine quand je voyage et quand je voyage pas. Alors, je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je te donne comme journée type? Non, parce que des fois, on pense que, tu vois, les entrepreneurs, tu sais, il y a le mythe de ils se réveillent le matin. Tu as dû voir un peu la vidéo un peu virale où il y a un sportif qui se levait le matin, il enlevait son scotch avec la banane. Bon, ça, c'était un peu sketch. Mais il y a ce mythe-là de l'infopreneur qui se lève très très tôt le matin, qui fait un Miracle Morning, qui fait ça. Ah ben voilà, mais moi, qui se couche tôt. Franchement, les mecs qui font le Miracle Morning, bravo, magnifique, continuez, on vous aime comme ça. Mais c'est surtout vraiment pas pour moi. Donc voilà. Et tu vois, moi, ce qui était un de mes buts, suite à cette expérience avec cette première boîte, c'est que j'ai créé un business au service de ma vie plutôt que ma vie soit au service de mon business. Et un des premiers trucs que j'ai fait, c'est d'arrêter de mettre des réveils le matin et de me réveiller quand je veux. Et je fais toujours ça aujourd'hui. Alors ça m'arrive de devoir mettre des réveils parce que je dois prendre un train ou un avion, même si en général j'essaie de prendre les avions l'après-midi, tu vois. 95% du temps, je me réveille sans réveil. Tu vois, ce matin, je me suis réveillé sans réveil, par exemple. Et typiquement, je me réveille entre 8h30 et 9h. Ça peut arriver des fois que je me réveille à 10h si je me suis couché un peu tard. Et ça, j'adore, tu vois. J'adore. Et moi, je suis vraiment diesel. Tu vois, le matin, il y a 1 heure où faut pas trop me parler. Tu me laisses prendre mon café tranquille. Je prends mon café, je lis des trucs, tu vois. J'émerge. Il me faut le temps d'émerger. Je suis clairement pas très productif le matin. Et on a tous notre chronotype, tu vois, donc ça dépend. D'ailleurs, ça fait sens du point de vue de l'évolution, tu vois, que dans une tribu, tout le monde dort pas au même moment. Comme ça, il y en a qui checkent qu'il n'y a pas des prédateurs qui arrivent, des mecs de l'autre tribu et tout. Enfin, c'est logique, en fait, tout le monde ne dort pas en même temps. Donc, chacun a son chronotype, faut le comprendre et bien le suivre. Moi, je suis chronotype, je suis pas un lève-tôt et je suis plutôt un couche-tard. Et je suis au top de ma productivité, on va dire à partir du milieu de l'après-midi jusque la soirée, quoi. Donc du coup, j'organise ma journée en fonction de ça et je lutte pas contre ça, tu vois. Ça, c'est important. Et voilà. Donc, alors ma journée type, du coup, voilà, je me réveille quand je veux, je prends mon café, je lis des trucs. Ça peut être des livres, ça peut être des trucs inspirants, voilà. Quand j'écrivais mon livre, donc je lisais beaucoup de recherches aussi par rapport à mon livre, mais des trucs pas trop prenants, tu vois, tranquille, j'émerge. Et puis le matin. Alors, ça dépend parce que je fais à la salle 3 fois par semaine à Dubaï, donc à 11h, donc dans ce cas-là, à 10h30, je suis parti, tu vois. J'ai aussi une séance de yoga le mercredi matin. Donc pareil, elle vient à la maison, donc on fait du yoga, ça réveille. Quand j'ai pas, du coup, ça fait pas beaucoup de jours où j'ai pas de trucs le matin, mais quand j'en ai pas, en général, je vais bosser sur un truc qui ne demande pas trop de concentration, genre je fais les mails ou des trucs comme ça, tu vois. Et puis après, je vais manger dehors. Souvent avec ma compagne, on mange. Ça fait des années que je me fais plus à manger. J'ai décidé de déléguer à l'univers. Ça fait depuis 2015 en fait. Je délègue à l'univers, donc je bouffe que dans des restos. Et l'après-midi, ça va dépendre. Mais en général, je vais bosser sur des trucs importants, tu vois. Puis le soir, on sort, on chill, et puis voilà. Et en voyage, je travaille beaucoup moins. Et en moyenne, tu vois, je mesure ça précisément. En 2024, j'ai travaillé 23 heures par semaine sur l'année. Et en 2023, c'était 21 heures. Donc j'ai augmenté de 2 heures l'année dernière, mais entre autres parce que voilà, j'étais sur mon livre et tout ça. Tu mesures comment? Chaque soir, tu te mets un petit tableau par semaine? Tu fais comment? Ah non, faut mesurer au fur et à mesure, sinon tu t'en sors pas. Ouais. Non, j'utilise un logiciel qui s'appelle Toggle, qui est conçu à la base pour les freelances pour qu'ils puissent mesurer le temps qu'ils facturent à leurs clients, mais moi je l'ai détourné pour juste mesurer le temps que je passe sur mes activités. Comme temps d'écran, mais en fait ça va te dire temps d'écran que tu as passé sur tes Google Sheets, tes mails, tes Word? Non, c'est pas ça? Non, j'avais essayé ça, c'est nul. Le problème, c'est que c'est pas assez granulaire.
S'il te dit tu as passé 5 minutes sur Google Docs, ça veut dire quoi, tu vois? Tu n'en sais rien, tu ne sais pas sur quoi tu as bossé. Donc non, c'est moi qui définis les catégories et qui dit par exemple, là je suis en train de bosser sur la création de tel produit, je suis en train de faire du marketing sur tel produit, etc. etc. Je ne sais pas si lourd que ça, tu as quelques dizaines de catégories à créer que tu crées au fur et à mesure. En plus, tu n'as pas besoin de te poser et de les créer en brainstormant. Tu vois, tu les fais, tu te dis tiens, je fais quoi là? Ah, je ne l'ai pas encore mis dans la catégorie, tu le crées. Puis au bout d'un moment, tu tapes les 3 premières lettres, hop, tu cliques. Et puis tu cliques sur arrêt quand tu arrêtes de bosser, puis voilà. Ah oui, ça, là, premier petit conseil qu'on pourrait donner à notre audience, est-ce que ça t'arrive d'avoir une baisse d'énergie ou de motivation? Et si oui, qu'est-ce que tu fais pour te remettre sur pied? Bah oui, ça m'arrive complètement. En fait, il y a des cycles dans la vie et je pense que pour bien profiter de la vie, il faut profiter de chaque type de cycle. Par exemple, alors pour prendre là un peu plus d'altitude, et après je reviens sur ta question, tu vois, il y a une contradiction, par exemple, entre le développement personnel et ce que les bouddhistes disent. Le développement personnel te dit que c'est important de travailler sur ses objectifs, de t'améliorer en permanence, de devenir une meilleure version de toi-même, etc. Et les bouddhistes te disent, bah ok, mais finalement, la première source des souffrances humaines, c'est le fait de toujours vouloir plus. Alors, comment tu réconcilies les deux? Parce que les deux ont de la sagesse, en fait. Et même les bouddhistes vont te dire, oh, si t'es SDF, t'as le droit de te bouger les fesses pour améliorer ta condition, tu vois. Mais même les mecs du dev perso te disent aussi, bon, t'as le droit de profiter un peu de temps en temps quand même, tu vois. Donc, comment tu réconcilies les deux? Bah, c'est des cycles. T'as des cycles où tu vas bosser plus parce que tu veux atteindre un nouvel objectif. Puis t'as des cycles où tu vas te relaxer un peu et profiter de tout ce que t'as semé, tu vois. Et donc, je crois beaucoup en ça. Et ça marche aussi, donc ça, c'est pour les grands cycles de la vie, mais ça marche aussi à l'intérieur de ces cycles. Tu as des mini-cycles dans lesquels tu as des cycles dans lesquels tu as plus d'énergie, d'autres dans lesquels tu es un peu plus relax, quoi. Et donc, alors ça va dépendre parce que j'ai des contraintes quand même. Tu vois, si par exemple, je fais plusieurs lancements par an, ça demande du travail. C'est 15 jours notamment de travail relativement intense, même si j'ai délégué beaucoup aujourd'hui à mon équipe. Bon, bah, si j'ai une petite baisse de régime pendant un lancement, bah, il faut que je fasse le lancement quand même, tu vois. Mais de manière générale, l'écrasante majorité du temps, quand j'ai une baisse de régime, bah, je me relaxe, quoi. Je me dis, ok, bon, je bosserai plus tard, et puis voilà. Et puis maintenant, je mets activement des pauses. Tu vois, l'année dernière, j'ai passé un mois à kitesurfer tous les jours, vraiment dans un coin de paradis. Ma compagne Isabelle me disait, mais c'est fou, on se croirait on dirait que tu m'emmènes en lune de miel, quoi. Alors ça fait 7 ans qu'on est ensemble, tu vois. On est en lune de miel parce que c'était un paradisiaque, tu vois. C'était des bungalows sur la plage avec des hamacs, on buvait des noix de coco, on avait l'ambiance brésilienne, c'était plage de sable blanc, palmier, et puis le kitesurf. Donc c'était cool. Mais ça m'arrivait aussi de bosser un petit peu là-dedans, mais tu vois, sur un hamac, avec le soleil couchant, il y avait même des ânes qui se baladaient comme ça, des animaux et tout. J'avais pas l'impression de bosser, quoi. Donc c'était vraiment très relaxant. T'incarnes vraiment la liberté. Et j'ai une question un peu perso. Là, tu parles de ta compagne. Est-ce que tu es papa ou pas encore? Non, pas papa. Ça discute ou c'est pas à l'ordre du jour? Est-ce que c'est justement pour ça que tu as autant de liberté tant que t'as pas d'enfants? Parce que là, ce que tu me racontes, t'aurais pas la même vie avec des enfants. C'est sûr que tu as plus de liberté de manière générale sans enfants, mais je remarque quand même que beaucoup de parents ont plus des croyances limitantes qu'autre chose. Et du coup, ils vont me dire, mais t'en sais rien, t'as pas d'enfant. Bah oui, d'accord, mais bon, j'ai beaucoup d'amis qui ont des styles de vie très libres, et il y en a qui ont des enfants, il y en a plein qui ont des enfants, et au final, c'est plus une question de choix qu'autre chose. Si tu regardes par exemple la Family Cost, qui ont une super chaîne YouTube, c'est une famille avec 3 enfants, et ils sont posés dans un ranch au Yucatan, mais sinon pendant des années, ils ont vadrouillé le monde en van, et ils en ont fait une chaîne YouTube. J'ai mon ami Franck Roca et sa compagne Steph, ils ont un enfant de 2 ans. Et là, ils ont fait Brésil, Thaïlande, Dubaï, France, enfin, ils n'arrêtent pas de voyager, tu vois. Alors j'étais tombé sur une famille dans un événement à Lisbonne une fois, une famille allemande avec 6 enfants qui n'arrêtaient pas de voyager. Donc, je dis pas que c'est pas... Évidemment qu'il y a un peu plus de friction avec les enfants, ça c'est évident, mais au bout d'un moment, c'est une question de volonté et d'organisation. Donc tout est possible. Après, le fait de voyager en permanence, c'est pas une obligation, hein. Je veux dire... c'est mon kiff personnellement, c'est mon hobby principal, mais ce n'est pas du tout une obligation, et on peut tout à fait être heureux, épanoui sans voyager en permanence comme je le fais. C'est ce que j'allais te demander, qu'est-ce qui te rend le plus heureux, le plus épanoui? C'est le fait de voyager, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus précis? Non, mais en fait, tu vois, c'est important de savoir comment remplir le vide. Ça, c'est un conseil de Tim Ferriss dans la semaine de 4 heures. C'est contre-intuitif. La plupart des gens pensent que pour devenir plus productif, il faut apprendre à mieux s'organiser, il faut apprendre à déléguer, il faut apprendre à automatiser, etc., etc. Et le problème de ça, c'est qu'imaginons que tu mettes en place des techniques comme ça et que tu gagnes 2 heures dans ta semaine, bah, le problème, c'est que si tu ne sais pas comment tu vas les utiliser, par défaut,
comme tu vas être devant ton ordinateur, tu vas te trouver un truc à faire, même s'il n'y a rien à faire. Tu vas tomber dans le travail pour le travail, non pas parce que c'est vraiment utile, mais parce que c'est pour éviter de s'ennuyer de compter les mouches, parce que personne n'aime compter les mouches. Et il dit, c'est contre-intuitif, mais en fait, pour devenir plus productif, il faut d'abord trouver quelque chose en dehors de votre travail qui vous remplit l'intérieur. Et moi, je rajoute, il faut que vous trouviez quelque chose en dehors de votre travail qui vous rend impatient de fermer votre ordinateur. Et j'ai testé beaucoup de choses, et au final, il n'y a rien qui me rend plus impatient de fermer mon ordinateur que de voyager. Parce que quand tu arrives dans un nouveau lieu, tu as envie de faire 1 milliard d'autres choses à court terme, plutôt que de travailler. Tu veux découvrir les lieux, tu veux faire les activités, tu veux rencontrer les gens, tu veux goûter la nourriture locale, etc. etc. Enfin, tu vois, la liste est infinie. Et du coup, ça te rend impatient de fermer ton ordinateur et magiquement, ça te rend beaucoup plus productif. Parce que si tu te dis, OK, il faut absolument que j'ai fait cette tâche d'ici tout à l'heure parce qu'après, je vais aller, kitesurfer, je vais aller faire ma balade à cheval, je vais aller balader dans la ville. Si tu as la tentation d'aller voir une vidéo de chat qui vient de popper dans ton feed YouTube, tu résistes, tu vois. Ou tu dis, tiens, il faudrait quand même que je check ce truc qui ne sert pas trop à grand chose, mais on ne sait jamais. Tu ne checkes pas. Tu te focalises à fond sur ton truc parce que tu sais que derrière, si tu perds du temps, tu ne vas pas pouvoir profiter de ta journée. Tu vois? Donc, c'est vraiment ce que j'ai trouvé qui est le plus efficace pour remplir le vide. Et ça, c'est vraiment un hobby. Ça fait 15 ans que je voyage 6 mois par an. Je vais continuer pendant encore longtemps, tu vois. Et là, j'ai même lancé une nouvelle chaîne qui s'appelle Rebelles sans frontières, dans laquelle je montre un peu les coulisses des pays que je visite. Ok. Là, on va essayer d'aller sur les doutes, les erreurs et les leçons. Est-ce que tu as en tête ta plus grosse connerie que tu as jamais faite dans ta carrière business? J'en ai fait pas mal. Tu vois, comme je disais, j'ai failli mettre la clé sous la porte au bout de 6 mois de ma première boîte. Parce que je ne savais pas ce que je faisais en fait. Donc la plus grosse connerie que j'ai fait à ce moment-là, c'est, tu vois, je me suis fait arnaquer en fait. Le problème, c'est que quand tu t'enregistres comme entrepreneur en France, automatiquement, tu sais, ton nom apparaît dans une gazette avec ton numéro de téléphone et tout ça. Et tu as des connards de prédateurs qui utilisent ça, qui appellent les nouveaux entrepreneurs. Alors, il y a un peu de tout, mais il y en a qui se font passer pour des trucs officiels et qui disent « Ah, mais il faut vous payer votre annonce de parution ». Alors, ils font comme si c'était officiel et obligatoire, alors que ça ne l'est pas. Tu vois, par exemple. Moi, je me suis fait arnaquer dans un autre truc. C'est que j'ai payé de la pub pour un magazine soi-disant diffusé à je ne sais plus combien de milliers d'exemplaires. Puis quand je le reçois, je me rends compte que en fait, ce magazine, il n'y a que de la pub dedans, quoi. Il y a zéro contenu. Que c'était juste et que du coup personne n'allait lire sur ça, ce truc, c'est évident, tu vois. Et je vois que pour ça, j'étais pas le seul, on était des centaines à essayer de faire arnaquer comme ça. Et tu vois, le gars, il va te dire, c'est ce que je te dis, c'est un magazine imprimé à autant de milliers d'exemplaires, voilà. Sauf que ce qu'il te précise pas, c'est que les seuls qui reçoivent ça, c'est les cons, c'est les pigeons qui ont payé la pub, tu vois. Donc aucun intérêt, zéro. J'ai perdu des milliers d'euros avec ça. Ça a failli faire plonger ma boîte la première fois. Donc là, c'est parce que tu vois, j'étais extrêmement naïf. J'étais vraiment un adolescent qui débarquait dans le monde, tu vois. Donc, mais honte à ces prédateurs là qui profitent justement de la naïveté de certains jeunes entrepreneurs et je suis sûr qu'ils ont coulé des boîtes, ces cons, à cause de ça, parce que des fois, tu es à 3 000, 4 000, 5 000 euros près quand tu démarres. Autre question, est-ce que tu as déjà eu envie de tout arrêter ? Et si oui, écoute, quand et pourquoi ? Alors en fait, c'est la première fois que ça m'est arrivé une fois. C'était il n'y a pas longtemps, parce que l'année dernière, j'ai fait le plus gros événement que j'avais jamais organisé au Grand Rex. Donc on a rempli tout le rez-de-chaussée, c'était cool, il y avait 800 personnes. Et c'était vraiment super d'ailleurs, mais c'est la première fois où vraiment je suis sorti de l'événement, j'étais sur les rotules. Mais comme un con, le truc, alors déjà c'était beaucoup de boulot organisé, mais aussi j'étais très bête, c'est que j'avais aussi placé 2 jours de mon mastermind juste avant. Donc j'avais fait 5 jours d'affilée d'événements et je suis arrivé, mais j'étais complètement vidé. Et franchement, pendant une semaine, j'ai fantasmé, alors que j'ai récupéré, sur le fait de tout arrêter. Parce que en fait, ça fait des années que je pourrais arrêter de bosser. J'ai suffisamment accumulé de capital pour pouvoir arrêter de bosser jusqu'à la fin de ma vie. Donc je pourrais le faire, tu vois. Mais bon, c'était juste un fantasme. Voilà, ça a duré une semaine, c'est parce que vraiment là, j'étais crevé. Sinon, vraiment, de manière générale, j'adore ce que je fais. Je trouve ça passionnant, tu vois. Puis comme je dis à mes élèves, tu vois, on fait un des meilleurs métiers du monde parce qu'on aide les gens à s'améliorer dans un domaine qui compte pour eux. Et moi, c'est encore plus méta parce que j'aide les gens à aider les gens.
Oui. Tu vois, donc ça apporte énormément de valeur à la société, ça change des vies positivement. Tu vois, tu m'as donné un exemple tout à l'heure. Hier soir, c'est trop drôle, mais j'ai croisé par hasard un ami dans les rues de Marrakech. Bon, quand je dis par hasard, on s'était donné rendez-vous, mais pas ce jour-là, tu vois. Donc on s'est quand même croisé par hasard. Il m'a dit, ah bah viens, je suis avec des amis dans un riad, tu vois. Et là, on arrive et il y a une femme qui dit, ah mais c'est toi l'auteur de Tout le monde appelle le chanteur de ses études. Tu sais que mon fils, c'était trop drôle, il voulait faire des études de droit, puis il est tombé sur ton livre, il a tout arrêté et tout. Et là, elle me regarde, elle dit, j'étais vraiment pas contente. Et je fais, ah ouais, ouais. Et là, elle me dit, mais c'était génial parce que maintenant, sa boîte, elle cartonne et tout, et c'est génial, tu vois. C'était trop drôle. Donc, tu vois, ça, c'est cool, tu vois. Donc, vraiment, en termes d'impact, c'est génial pour les gens qui suivent et appliquent. Et puis, je veux dire, c'est un business qui impacte, qui crée de la valeur, qui rend les gens heureux, qui me donne une liberté sans précédent et qui me permet de gagner très confortablement ma vie. Quand même, la vie est belle, tu vois. Donc, oui, je ne vois pas pourquoi j'arrêterais en fait. C'est ça, parce que même moi, je sais pas si tu as un avis par rapport à ça. Pourquoi, je pense que c'est la France, mais pourquoi c'est si mal vu, les vendeurs de formation en France? Tu sais, c'est des fois, on est le diable. Oh, bah, je sais pas, alors moi, ça fait longtemps qu'on ne m'a pas sorti ça, mais c'est sûr que moi, quand j'ai démarré, je faisais partie des premiers, donc il y avait Cédric Anissette, il y avait Sébastien Knight, il y avait qui d'autre, enfin voilà, on faisait partie des, voilà, après il y a eu Aurélien Macker, David G, on faisait partie vraiment des tout premiers, et comme on vraiment démarré un marché, parce que personne ne faisait ça à l'époque, il y a plein de gens qui n'ont pas compris en fait la démarche. Mais bon, c'est toujours pareil, quand tu as des nouveaux arrivants dans un domaine où tu as des gens qui ont l'impression d'être un expert et tout ça, et que tu leur dis, bah, les gars, votre méthode, c'est peut-être pas la meilleure, regardez nos résultats, forcément, ils prennent pas ça très très bien. Et il y en a qui tombent dans la critique, il y en a qui tombent dans le dénigrement. Il y en a qui tombent dans le déni, hein, qui pensaient que nos résultats, on les inventait, tu vois. Bref, donc on a eu tout ça. Mais écoute, j'ai l'impression quand même que l'industrie est en train de devenir plus mature. C'est quand même... Beaucoup de gens ont acheté des formations en ligne. Après, il y a tout, hein, c'est comme pour tout. C'est sûr qu'il y a des infopreneurs sérieux, d'autres moins. Certains ont peut-être donné une mauvaise réputation dans certains coins, mais je veux dire, il y a quand même des infopreneurs les plus sérieux. Ils ont des magnifiques études de cas. Enfin, n'importe qui va les voir, ils se rendent bien compte que c'est pas de l'arnaque. Enfin, je veux dire, tu vas voir les études de cas de business libre. On a, je sais plus, 172, si je me rappelle bien, ou quelque chose comme ça, ou 150, je me rappelle plus exactement, mais d'études de cas et de témoignages en vidéo de clients ravis, quoi. Donc, au bout d'un moment, c'est compliqué de te dire c'est de l'arnaque quand tu vois ça. Puis bon, ça fait 15 ans que la formation existe, donc dans mon cas, tu vois, voilà. Donc après, les gens qui se renseignent pas, qui répètent des on-dit sans s'être renseignés, ça, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Puis ça, c'est dans tous les domaines, hein. Tout à l'heure, tu disais que tu avais accumulé assez pour vivre de tes investissements. Est-ce que tu veux en parler? De comment tu as investi? Est-ce que c'est en immobilier? Est-ce que ouais. Ah oui, bah écoute, j'ai un peu tout testé. Et à partir de quel moment tu as commencé? Parce que même moi, tu vois, je suis un très mauvais investisseur. Oh bah, j'ai commencé dès le début. Dès le début? Très, très vite, j'ai compris qu'on pouvait investir en bourse de manière vraiment passive, avec 5 minutes par an, hein, ou par mois, tu vois, ça passe très bien, avec des ETF, Tracker World et tout ça. Je me suis mis à l'immobilier, j'ai eu jusqu'à 6 appartements en France. Alors au maximum, j'ai eu 6 appartements en France, un appartement à Miami, 5 au Québec et 1 à Istanbul, donc 12 en tout. Okay. Mais je me suis rendu compte quand même au bout de quelques années que l'immobilier, c'est vraiment pas fait pour moi. Je déteste ça. Parce que c'est pas vraiment du passif, c'est pour ça. Toi, tu cherches vraiment du passif. Non, exactement. Tous les gourous te disent que c'est du passif, c'est absolument pas du passif, c'est un business le truc. Alors oui, si tu le vois comme un business, tu peux mettre en place des trucs qui le rendent passif, tu peux avoir une équipe, des process, etc. Mais c'est un fucking business. Et ça te prend de la bande passante par rapport à ton business principal. Alors que la bourse et les cryptos, fait de la bonne manière, hein, pas en trading, hein, bien sûr je le précise, mais plutôt en mode investissement long terme, c'est à 2000% passif, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune interaction humaine aussi, ça c'est génial, parce que voilà, il n'y a rien de pire que tu t'arrives sur ta plage de sable blanc à l'autre bout du monde pour prendre des vacances, puis là, poum, tu as ton locataire qui t'envoie un message parce que son tuyau de plomberie a pété, mais ça... Comment ne pas profiter de la vie? Ayez de l'immobilier, s'il vous plaît, sans avoir de process et d'équipe, quoi. Et puis, ce qui est drôle, c'est que
Moi, quand j'ai commencé à dire ça, j'ai même fait des vidéos sur ce sujet. Il y a plein de gens qui sont venus me voir pour me dire « Ah oui, moi j'ai eu le même problème, c'est n'importe quoi l'immobilier, j'en suis revenu et tout ». Mais ils n'osent pas le dire. En fait, on voit que les success stories en ligne, mais pas tous les gens qui en sont revenus. Bref, donc là aujourd'hui, j'ai vendu tous mes appartements en France et l'appartement à Miami, mais je considère ça quand même comme un mal nécessaire, c'est-à-dire que j'en ai un petit peu dans mon portefeuille comme une diversification. Donc j'ai gardé mon appartement à Istanbul et mon immeuble au Québec, mais c'est tout. Moi j'ai compris par contre, c'est très important de comprendre quelle est notre psychologie d'investisseur. Donc moi je ne suis pas fait pour l'immobilier, mais je suis vraiment fait, j'ai la psychologie pour la bourse et les cryptos. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand il y a un crack, je me dis « Waouh, génial, c'est des soldes », tu vois. Et ça, c'est très important, c'est très très bien d'avoir Il y a des gens, ils ne peuvent pas s'empêcher, même s'ils ont compris théoriquement, même si on leur a dit tout ça, qu'il y a des gens, quand il y a un crack, ils ne peuvent pas s'empêcher, ils paniquent et ils revendent tout, ce qui est bien sûr le pire moment pour le faire, parce que c'est au contraire le moment où tu dois acheter. Et donc voilà, chacun a sa psychologie, c'est important de comprendre la vôtre. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont absolument faits pour l'immobilier, qui adorent ça, et dans ce cas-là, tant mieux pour vous. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ne peuvent pas faire de la bourse parce que vous n'allez pas pouvoir vous empêcher de paniquer. Là, tu vois, j'ai un ami qui était un peu comme ça. Et puis on s'est rendu compte que j'avais un beaucoup plus gros patrimoine que lui alors qu'on gagnait à peu près pareil. Je lui dis mais c'est parce que tu n'investis pas bien. Et il me dit ah ok zut machin. Il me commence à me donner des conseils. Je lui dis écoute on va faire un truc. C'est qu'à partir de maintenant, déjà tu vas investir en mode passif dans des ETF et tout. Et dès que tu ressens l'envie de vendre, tu n'as pas le droit de vendre tant que tu m'en as pas parlé d'abord. Règle. Et il m'a dit ok. Et on a commencé il y a quelques mois et là ça se passe très bien. Il commence à avoir la bonne psychologie parce que il sait qu'il n'a pas le droit de vendre sans m'en parler d'abord. Tu vois, il en a parlé à sa femme, donc sa femme va l'engueuler s'il vend sans me le dire et tout, tu vois. Donc voilà, donc tu peux essayer de mettre en place des techniques comme ça pour dépasser un peu ta psychologie, peut-être te reconfigurer ton esprit, mais de manière générale, faites attention à ça. Donc ouais, surtout bourse et crypto, et pour le coup, c'est vraiment ultra passif. Mais vraiment, j'insiste sur le long terme, et les cryptos, je fais surtout Bitcoin et Ethereum. J'ai vraiment, pour mon livre, donc tout le monde n'aura pas la chance de quitter son pays, j'ai vraiment étudié le Bitcoin pendant une bonne centaine d'heures, une bonne cinquantaine d'heures pour Ethereum, donc je maîtrise parfaitement ces deux cryptos, et je sais pourquoi j'investis dedans. Est-ce que tu as déjà eu une croyance limitante qui t'a vraiment freiné dans ta vie, et comment tu l'as cassée? Ouais, mais c'était plus au niveau personnel, c'est-à-dire que comme j'étais... j'en ai eu aussi au niveau business. Mais au niveau personnel, comme j'étais très timide avec les femmes, j'ai mis du temps à me rendre compte qu'en fait, à un bout d'un moment, j'avais dépassé ça, en fait, tu vois. Donc j'avais encore mon logiciel où j'étais quelqu'un de timide qui n'intéressait pas les femmes, alors que les femmes commençaient à s'intéresser à moi. Mais je voyais les signes et mon cerveau refusait d'y croire, en fait, tu vois. Donc j'ai laissé passer plein d'opportunités comme ça, avant de me rendre compte qu'en fait, j'étais quelqu'un d'intéressant et que c'est cool, j'intéressais les femmes. Bon, après, ça va, ça a changé, mais j'ai mis du temps pour ça. Et sinon, un autre truc, tu vois, c'est que ça, je m'en suis rendu compte en étant en contact avec les Américains, parce que ça fait 15 ans que je fais partie d'un mastermind entrepreneur américain, enfin, américain et internationaux, mais il y a la moitié qui sont américains. Je me suis rendu compte d'un avantage qui est à la fois un défaut de l'état d'esprit français. Cet avantage, c'est qu'on est très subtil dans notre manière de penser. Il y a vraiment, on peut être capable de nuances que l'américain de base n'aura pas, tu vois. Bon, tu vas me dire, le français de base, pas forcément non plus, mais je sais pas, on a un état d'esprit légèrement plus subtil que les Américains, tu vois. Mais ça peut parfois être au prix de l'action. Moi, j'ai vraiment appris cette notion d'importance, encore plus, je l'avais déjà, mais encore plus d'action, tu vois, en étant en contact avec ces Américains. Je me rappelle d'une fois où je disais, ah, je sais plus, il y a tel truc dans les lancements. Oui, il faut voir pourquoi les relancements, ça fait moins que les lancements. Et pour moi, il fallait faire une sorte de thèse pour essayer de réfléchir au truc. On en a discuté pendant du genre 2 heures pendant le mastermind, puis hop, on avait trouvé tous les trucs, puis c'était réglé, puis on n'avait plus qu'à implémenter, tu vois. J'ai fait, ah ouais, putain, en fait, il n'y a pas besoin de faire des recherches intellectuelles ultra ouf. On peut juste trouver des trucs pragmatiques et mettre en place, tu vois. Toujours sur l'idée de, comme là tu pourrais vivre de tes investissements, la question c'est pourquoi, c'est quoi aujourd'hui ton why, ton pourquoi tu continues? Ouais, écoute, il y a plein de raisons. Déjà, tu vois, en 2012, déjà j'ai pu me poser la question parce que en 2012, je me suis retrouvé dans une situation assez paradoxale puisque j'avais accompli tous mes objectifs en fait. C'est-à-dire que je voyageais 6 mois par an, je gagnais plus d'argent que ce que je pouvais en dépenser, j'avais une vraie liberté et j'inspirais des milliers de personnes par mois. Et là, je me suis dit, waouh, génial! Et ce qui était paradoxal, c'est que du coup, j'ai ressenti un certain vide parce que quelles sont les étapes d'après quand tu as déjà accompli tous tes objectifs aussi vite en plus, tu vois? Alors après, je n'étais pas à plaindre, je profitais de ma vie et tout ça, mais quand même, il manquait un truc et je me suis demandé comment je peux retrouver le feu sacré. Et
c'est là où j'ai eu l'idée de mon premier livre. Donc tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, parce que je me suis dit, en fait, c'est la pyramide de Maslow qui m'a aidé. Les 2 derniers échelons, la pyramide de Maslow, c'est la pyramide de besoins, avec le premier échelon, c'est les besoins physiologiques, etc. Et les 2 échelons supérieurs, c'est en gros la réalisation de soi et puis l'apport de valeur au monde. Et je me suis dit, en fait, comment je peux me réaliser en apportant un maximum de valeur? Je me suis dit, je vais accomplir ce rêve de devenir auteur et je vais écrire le livre que j'aurais aimé avoir eu dans les mains quand j'ai créé ma boîte à 19 ans, qui m'aurait évité de faire plein d'erreurs, en fait. Et je me suis dit, moi, mon rôle, ce qui vraiment me porte, ma mission, c'est d'être un souffleur de braise. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en fait, je pense qu'en francophonie, de manière générale, il y a des tas de gens, c'est des braises qui peuvent vraiment faire des magnifiques feux entrepreneuriaux, tu vois, plein de chaleur et de lumière, mais que ces braises, on les a mouillées toute leur vie. Et moi, je veux juste arriver au bon moment, être celui qui souffle dessus pour que ça prenne. Tu vois, c'est ça mon rôle. Ce que j'essaie de faire avec mon livre et puis ce que j'essaie de faire avec mon contenu de manière générale. Donc c'est ça mon big why, en fait, c'est ça qui me porte. Et aussi avec ce livre, j'ai eu une démarche artistique. Et ça, tu vois, c'est ce que j'explique à mes élèves, c'est je leur dis souvent, quand on atteint le succès en tant qu'entrepreneur, c'est même pas souvent, c'est tout le temps, hein, c'est parce qu'on a fait un focus sur l'effet de levier, l'efficacité, le 80-20 et tout ça. On veut un maximum de résultats par rapport à notre quantité d'efforts. Et c'est top, c'est comme ça qu'on est arrivé au succès. Mais le problème de ça, c'est qu'à partir d'un certain temps, ça peut devenir un piège. Parce que ça sert à quoi d'avoir atteint le succès si au bout d'un moment, tu ne peux pas lâcher du lest sur le ROI? Et tu vois, j'ai passé 4 ans à écrire le premier livre, j'ai passé 2 ans et demi à écrire le deuxième. C'est un coût d'opportunité énorme. Si j'avais passé le même temps et la même énergie à créer des formations, j'aurais gagné des millions en plus, littéralement. Et donc je savais qu'il y avait un coût d'opportunité. Mais justement, pour moi, c'était une démarche artistique de me dire, je suis arrivé à un stade où je peux lâcher du lest sur le ROI, sur certains projets spécifiques, parce que ça me fait plaisir. Donc, tu vois, donc là, je peux avoir des projets comme ça qui sont plus des démarches personnelles, de missions artistiques, etc., plutôt que le ROI. Mais c'est aussi le fait d'avoir un business au service de ma vie qui me permet de faire ça. Donc, mon deuxième livre, c'était aussi une mission similaire, parce que je me suis rendu compte qu'à force, ça fait 10 ans que je suis parti, là, que les gens qui sont restés dans leur pays, ils vivent dans une bulle absolument énorme et ils ne s'en rendent pas compte. Et je me suis dit, je vais prendre mon bâton de pèlerin et puis je vais essayer de leur expliquer, tu vois, de prêcher la bonne parole. On y vient, on va lui parler justement de ton nouveau livre, mais juste avant, dernière question, tu t'imagines où dans 10 ans? Tu feras quoi? Tu vivras où? C'est une bonne question, je sais pas. Alors où je vivrai en 2035, j'en ai aucune idée, man. Il y a tellement d'endroits dans le monde. Là, ça fait 7 ans que je suis à Dubaï, je me demande si je vais pas partir. Non pas parce que j'aime plus Dubaï, j'adore Dubaï, mais c'est juste que je ressens un peu l'appel de l'aventure. Là, je suis tenté d'aller à Bangkok, très honnêtement. On verra. Donc, je sais pas, dans 10 ans, aucune idée d'où je serai. Et justement, c'est la beauté de la chose. C'est que je sais pas, je pourrais être n'importe où dans le monde. Je pourrais être au Japon, aux États-Unis, au Brésil, va savoir. Mais c'est ça la beauté de ce qui fait que la vie est excitante. Tu vois, tu sais pas exactement ce qui va se passer. Ensuite, en termes de business, écoute, j'espère que le business tournera toujours. Et puis que j'aurai fait donc de mon deuxième livre un autre best-seller. On verra. Hein. Et que ça aura incité un maximum de gens à au moins se poser les bonnes questions, pas forcément à partir de leur pays, parce que ça s'adresse aussi à des gens qui n'ont pas de projet d'expatriation, et que ça leur a fait réfléchir. Si tu pouvais, pour les petits jeunes qui nous regardent, si tu pouvais dîner avec ton toi de 18 ans, tu lui dirais quoi? Acheter des bitcoins quand ça émerge. Bon, elle est facile celle-là. Ouais, moi aussi, hein, je dis si j'ai une machine à remonter dans le temps, tu reviens en 2009-2010 quand le bitcoin était à 50 centimes, et là c'est fini quoi. Ah bah ouais. Exactement. Mais bon, c'est un peu facile de dire ça, mais tu sais, en gros, je ne dirais pas grand-chose. Hein, parce que je suis quand même vraiment très très content du parcours que j'ai eu. Je lui dirais, tu sais, tu vas te rendre compte que tu plais aux femmes, en fait, tu vas plaire aux femmes plutôt que ce que tu penses. Donc, sois ouvert là-dessus et tu verras, tu auras des opportunités qui vont passer. Quoi. Je donnerais plus des conseils là-dessus que sur le business, parce que le business, ça s'est très très bien passé. Les femmes aussi d'ailleurs, hein, mais je veux dire, c'est juste que j'ai perdu un peu de temps, quoi. Vous vous êtes rencontrés comment avec Isabelle? Enfin, si tu veux en parler. À Dubaï. À Dubaï? En fait, j'avais organisé un meet-up avec mon audience. J'ai fait ça un peu partout dans le monde. J'en ai fait à Londres, à Montréal, à Sao Paulo, à Dakar au Sénégal. Et là, j'ai fait un meet-up à Dubaï avec quoi, je sais pas, une quinzaine de personnes qui sont venues. C'était la seule qui ne me connaissait pas. C'est drôle, hein. Elle avait vu passer une annonce les rebelles intelligents sur Facebook. Elle s'est dit, je suis une rebelle intelligente, puis elle est venue. Elle a l'impression de, tu vois, elle pensait venir dans un truc de networking où tout le monde se parlait. Et elle arrive et il y a tout le monde en demi-cercle autour de moi, parce que les gens étaient venus pour me voir. Et elle se dit, mais c'est quoi cette secte? Et puis voilà, et puis par hasard, vraiment par hasard, ça a été la dernière personne avec qui j'ai parlé de la soirée. Et quand on a commencé à parler ensemble, on ne s'est pas arrêté. On a parlé 3 heures d'affilée, on a fermé le bar. Hein. Incroyable, ce genre de rencontre.
C'est marrant que je parle de ça parce que j'ai fait mon premier meet-up là à Dubaï, c'est samedi dernier. Il n'y a eu que des mecs qui sont venus. Donc bon, ça c'est pas fini pareil, mais... Alors, parlons de ton nouveau livre. Donc, que je me trompe pas, donc là c'était tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, et le nouveau c'est tout le monde n'aura pas la chance, si tu l'as, si tu peux le montrer. Voilà, de toute façon on va l'afficher à l'écran, voilà. Ouais, exactement. Et donc, comme tu peux voir, il a la même taille que le premier. Tu peux faire ta muscu avec aussi. Si tu as les deux, tu peux, voilà. Le matin, c'est équilibré. C'est beau. Et donc, justement, on va comparer les deux. En quoi ce livre est différent de Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études? Ah bah, le sujet n'est pas le même. Là, dans le premier, même s'il y a une continuité, en fait. Dans le premier, c'était une critique du système éducatif, comment tu peux t'éduquer efficacement tout au long de ta vie, et puis comment tu deviens libre en créant ton entreprise de la bonne manière. Là, c'est une critique de l'État. Donc, on étend la critique, mais plus loin, une critique de l'État. Une explication de pourquoi il y a plein d'États, dont la France aujourd'hui, qui ont des finances absolument catastrophiques et des perspectives de croissance anémiques. Je montre qu'en fait, les États se font disrupter par Internet et les nouvelles technologies. Et comment tu tires ton épingle du monde, comment tu tires ton épingle du jeu dans ce monde nouveau. Et donc, c'est comment tu vas pouvoir, alors le sous-titre c'est plus libre, plus heureux et moins taxé, comment s'évader intelligemment. Mais ce livre s'adresse aussi aux gens qui n'ont pas de projet d'expatriation, parce que si vous voulez comprendre en fait quelle transition on est en train de vivre, parce qu'on est en train de vivre vraiment la transition d'une époque à une autre, la transition de l'époque industrielle vers l'époque numérique, et comment ça disrupte les États dans leurs fondamentaux, bah, ce livre est fait pour vous. Tu abordes beaucoup de concepts donc liés à l'efficacité ou la liberté. C'est quoi pour toi aujourd'hui la définition de la vraie liberté ou la vraie vie libre? C'est la liberté de se créer sa propre aventure dans la vie, de tracer votre propre chemin plutôt que de suivre les sillons imposés par la société. Et si tracer votre propre chemin, c'est suivre les sillons de la société, il n'y a pas de souci. Mais au moins, aller explorer un petit peu à l'extérieur pour voir si ça vous plaît ou pas. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui lit beaucoup mais qui ne passe jamais à l'action? Bah ça, c'est un problème typique. C'est une manière de faire ce que j'appelle la procrastination intelligente. C'est-à-dire qu'il y a la procrastination bête et méchante, où tu te dis « Ok, c'est sûr, voilà, demain je bosse sur mon projet d'entreprise, je suis motivé et tout ». Et tu rentres le soir chez toi, le lendemain, après une bonne journée de travail, tu es complètement crevé, tu poses sur le canapé, tu te lances Netflix, tu te dis « Ok, promis, je ferai ça demain ». Et le lendemain, il se passe exactement la même chose. Ça, c'est la procrastination bête et méchante, et tu vois bien que tu procrastines, tu vois, tu peux pas trop te voiler la face. Après, tu as la procrastination intelligente, qui consiste à se masquer à soi-même qu'on procrastine. Donc comment on fait ça? On se donne un monceau de tâches qui de l'extérieur semblent être du travail et qui sont du travail. Personne ne peut vous dire que vous ne faites rien. Mais quand on regarde, on se rend compte que ces tâches, elles ne servent à rien en fait. Ce n'est pas ça qui vous avance vraiment vers votre objectif. Et lire beaucoup de livres sans passer à l'action, ça peut être une manière de procrastiner intelligemment. Tu vois, je dis toujours, si vous avez passé toute la journée à pousser la tour Eiffel, à la fin de la journée, vous êtes en sueur, vous êtes courbaturé, vous êtes rouge, personne ne peut vous dire que vous n'avez rien foutu. Hein. Vous avez bossé comme un fou. Mais qu'est-ce que vous avez accompli au juste? Bah, rien du tout. La tour Eiffel n'a pas bougé d'1 millimètre, on est d'accord. Donc ça ne sert à rien de pousser la tour Eiffel toute la journée. Et bien, il faut faire très attention, parce que quand on procrastine intelligemment, on pousse des tours Eiffel toute la journée, on ne s'en rend pas compte. Et donc, alors lire des livres c'est très bien, mais si vous ne passez pas à l'action, c'est la procrastination intelligente. Donc déjà, première étape, en avoir conscience, le comprendre. Et deuxième étape, moi ce que je vous recommande, c'est prenez le livre qui vous a le plus marqué, soit dans votre vie, soit dans les 3 dernières années, soit dans les 6 derniers mois, c'est à vous de voir. Et vous allez choisir une action que vous allez mettre en pratique de ce bouquin, là dans la semaine. Et puis vous la faites. Et là déjà, ça va vous mettre en route vers l'action en fait, tout simplement. Ça va briser un petit peu le schéma ok, je lis, je fais jamais rien. Et une fois que vous avez fait cette action, vous en choisissez une deuxième, puis une troisième. Alors éventuellement du même livre ou du deuxième livre qui vous a plus impacté, etc. etc. Oui, c'est ça, c'est souvent quand on dit que tel ou tel livre nous a marqué ou qu'on l'a trouvé bien, en fait c'est souvent que c'est un livre qui nous a fait passer à l'action. Soit directement, soit par une prise de conscience, puis indirectement changer notre comportement. Mais moi c'est pour ça que il m'avait beaucoup marqué ton premier livre, parce que ça a vraiment changé ma vie. C'est le fait de m'être lancé qui au final fait que maintenant je suis aujourd'hui là en sécurité. Mais justement par rapport à ça, qu'est-ce que, pour rentrer un peu dans le détail dans ton livre, parce que moi malheureusement je ne l'ai pas lu, mais quel genre de conseils tu donnes par exemple là, à quelqu'un qui serait en train de nous regarder, qui est en France, qui peut-être galère à trouver, là, ça a l'air d'être assez compliqué de trouver un bon salaire. Là on voit des jeunes qui ont un super diplôme et qui
qui ont rien, en fait, qui ne trouvent rien. Et à ce climat d'insécurité, qu'est-ce que tu dis dans le livre par rapport à ça? Alors, donc là tu vois, la première étape, ce serait de briser la bulle de ce que j'appelle le monopéisme. En fait, quand tu regardes les gens, la plupart des gens, ils sont nés dans un pays, et ils ont été éduqués dans ce pays, ils parlent principalement la langue de ce pays, ils ont passé leur diplôme dans ce pays, ils ont trouvé un boulot dans ce pays, ils investissent dans ce pays, ils font des enfants dans ce pays, ils prennent leur retraite dans ce pays et ils meurent dans ce pays, hein, grosso modo. C'est ce que j'appelle les monopéis. Et quand tu regardes autour de toi, bah, c'est probablement quelque chose comme 98% de la population. Et il n'y a pas de mal en tant que tel, hein, c'est OK. C'est juste que le problème, c'est que bah, les gens qui sont comme ça, et probablement vous êtes dans ce cas-là si vous nous écoutez, bah, vous êtes dans une bulle en fait. C'est-à-dire que vous ne vous rendez pas compte, comme vous n'avez jamais vécu à l'étranger, vous n'avez aucun point de comparaison pour savoir ce qui est bien ou pas dans votre pays. Et tu vois, l'exemple que je donne, c'est l'idée que la Sécu, c'est le meilleur système du monde. Clairement, dès que tu te mets à voyager, tu te mets à vivre à l'étranger, tu te rends compte que c'est absolument faux et que c'est probablement ce qui se rapproche le plus d'une propagande stalinienne de la part du gouvernement. Et donc là, clairement, la personne qui te dit « enfin, la Sécu, la sécurité sociale française, c'est le meilleur système du monde », c'est clairement un Français qui n'a pas assez voyagé. Et donc, percer la bulle du monopéisme, c'est aussi comprendre que regarder les opportunités que dans un seul pays, c'est penser dans la boîte plutôt qu'en dehors de la boîte. Et que donc, par exemple, si vous n'arrivez pas à trouver de job dans votre pays, regardez à l'extérieur. Il y a plein d'endroits où vous avez de meilleures opportunités. Au Québec, par exemple, il y a énormément de Français qui viennent là-bas parce qu'il y a le plein emploi. Là-bas, le taux de chômage, il faudrait regarder quelque chose comme 3% ou moins. Et c'est ultra facile de trouver des bons boulots, bien payés, avec des bonnes conditions de travail, par exemple. Parce que les conditions d'embauche sont beaucoup plus souples. Dans des tas de pays, il y a des opportunités que vous ne trouverez pas ailleurs. Et si vous êtes entrepreneur, c'est encore mieux parce que du coup, bah, vous pouvez, surtout si vous êtes entrepreneur web, là vous pouvez partir dans le monde entier tout en embarquant votre business avec vous. Est-ce que, j'allais dire, Olivier Roland, président de la République, tu changerais quoi? Est-ce qu'il y a des choses justement dans le livre où en fait tu t'es un peu lâché en disant si moi j'étais au pouvoir, voilà ce que je ferais? Bah, il y a plein de choses. J'ai tout un chapitre en fait sur les conseils ce que les États devraient mettre en place pour mieux s'adapter à toutes ces disruptions qui les menacent. Notamment en France, ce que je ferais, c'est que j'arrêterais de rendre obligatoire la sécurité sociale et la retraite. C'est-à-dire que les gens qui souhaiteraient quitter le système et par exemple cotiser une assurance privée ou faire leur propre retraite, ils auraient le droit de le faire. C'est pas logique en fait d'imposer ça. On te menace littéralement de te mettre dans une cage si tu ne cotises pas à un système qui est censé être le meilleur du monde. Mais si c'est le meilleur du monde, pourquoi on t'oblige à y cotiser? C'est complètement stupide. Il y a une vraie contradiction là-dedans. Bah, s'il est vraiment le meilleur du monde, mettez-le en concurrence avec les autres, puis on verra bien. Hein. Avec des assurances privées, vous pouvez faire comme en Suisse ou à Dubaï, ou comme pour l'assurance auto en France. C'est-à-dire, c'est quoi le système? Vous obligez les gens à prendre une assurance santé, mais vous leur permettez de choisir librement parmi les acteurs du marché. C'est ce que font la Suisse et Dubaï, par exemple. Ouais. C'est ce qu'on fait avec l'assurance auto en France. C'est pas l'État qui a dit « Hey, c'est moi qui vais gérer l'assurance auto de tout le monde ». Heureusement qu'il ne le fait pas parce qu'il ferait un boulot de merde. Okay, et il fait un boulot de merde avec la Sécu, mais les gens ne s'en rendent pas compte. Parce qu'il n'y a pas de concurrence, il est en situation de monopole. Tu vois, quand je suis allé en Angleterre, j'aime bien raconter cette anecdote. La première fois que je suis allé consulter un médecin, à la fin de la consultation, j'ai demandé combien je vous dois. Et là, elle me regarde, elle me dit « Mais comment ça, combien vous me devez ?» Et là, tu vois, c'est un moteur de surprise. Je lui dis, on a fait une consultation, il faut bien que je vous règle, non? Et là, elle rigole, elle me dit, I can see you are French. Tu vois, elle me dit, je vois bien que vous êtes français. Elle se foutait de moi, quoi. Parce qu'en fait, j'ai appris à ce moment-là que dans le Royaume-Uni, tout le système de santé est gratuit de A à Z. Tu n'as pas besoin d'avancer le moindre centime, tu n'as pas besoin de mutuelle, tu n'as pas besoin de tiers payant, tu n'as pas besoin de carte vitale. Du médecin aux spécialistes, aux hôpitaux, tout est gratuit. Et les cotisations sociales coûtent 2 fois moins cher. Et ouais. Et donc voilà, donc déjà, première bulle de monopéisme qui s'évapore, tu vois. Alors, ça ne veut pas dire que le système anglais est parfait, hein. Lui aussi il a des déficits comme la Sécu et tout ça. Et j'estime qu'il est à 80% de la qualité du système français. Mais pour 2 fois moins cher. Donc le rapport qualité-prix est infiniment meilleur. Parce que est-ce que tu voudrais multiplier par 2 le prix de tes cotisations pour avoir une amélioration de 20% du système? Bah non, tu vois. Tiens, question un peu différente. C'est quoi, alors, je sais pas si t'es cinéphile, si t'aimes bien regarder des films, c'est quoi ton top 3 films des années 80, puis 90, puis 2000? Donc dans les années 80, c'est quoi ton top 3 de films qui t'ont le plus marqué? Années 80, Star Wars, Retour vers le futur. Années 90, là j'ai rien qui me vient en tête.
Matrix peut-être, ouais. Le premier est en 99, je crois. Année 2000, c'est ça que tu as dit? Attends, mais 3 à chaque fois. Là, il manque un troisième pour les années 80. Tu m'as dit Star Wars 70 et dans les années 80. Jones. Indiana Jones, ok, Indiana Jones, Retour à le futur. Ouais, on a quasiment les mêmes. Moi, j'aurais mis aussi peut-être Terminator 2, Alien 2, enfin voilà, je trouve ça ancien. C'est classique. 3, alors, ouais. Dans les années 90, Matrix, j'aurais mis le même aussi. J'ai beaucoup aimé Existence, qui est un film de science-fiction aussi sur la réalité virtuelle que je trouve plus pertinent, plus profond que Matrix, même si c'est moins impressionnant visuellement. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme film intéressant dans les années 90? Un jour sans fin, très bon film de développement personnel. Et dans les années 2000, plus récent, voilà, parce qu'au final, les films récents, il n'y en a pas tant que ça. Alors, il y a les Christopher Nolan, mais c'est quoi tes films Alors, récents? En 2000, j'en ai regardé beaucoup moins, parce que j'étais à fond dans mon business. Mais, attends, il y avait Memento de Christopher Nolan, incroyable film, c'est le film, on le voit littéralement à l'envers. C'est incroyable, j'ai jamais vu ça. Vraiment génial comme film, scénario impressionnant. C'est incroyable, on démarre vraiment par la fin et on arrive à la fin, c'est le début. Enfin, faut le voir pour comprendre. Franchement, à part ça, qu'est-ce qui me vient en tête? Ah bah si, quand même, il y a eu la trilogie du Seigneur des Anneaux qui est sortie, qui était quand même pas mal. Parce qu'on attendait au tournant, ça c'était facile de le louper, hein, l'adaptation, mais ça s'est bien passé. Tu joues un peu aux jeux vidéo? Oui. Quel genre de jeu? Tu joues à quoi? J'aime bien les jeux de stratégie très profonds. Moi, je suis pas du tout jeu console, je trouve ça trop superficiel en fait. Donc j'aime bien tout ce qui est civilisation, Age of Empires, tout ça. Ouais, alors Age of Empires, ça fait longtemps que j'ai pas joué, mais oui, je jouais à Warcraft par exemple à l'époque, il y a longtemps. Hein. Est-ce que tu penses que tout le monde est fait pour entreprendre, ou est-ce qu'il faut un certain profil? Je pense que c'est ce que The Family disait à l'époque de leur gloire. Anyone can be an entrepreneur, but not everyone can be. Un entrepreneur peut être n'importe qui, mais tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Voilà, un entrepreneur peut venir de n'importe quel milieu. Moi, je veux dire, je viens d'un milieu modeste. J'avais zéro réseau, zéro financement de mes parents. J'ai eu des financements de la famille externe, un petit peu, mais très peu. Vraiment, j'avais rien, quoi. Par contre, tout le monde n'est pas fait pour l'être. Ça, c'est clair. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui peuvent être entrepreneurs que ce qu'ils pensent. Et qu'en fait, c'est une question de, voilà, j'essaie de souffler sur les braises et de voir les braises qui prennent. Des fois, il y a des braises prometteuses qui ne prennent pas. Hein. Et souvent, c'est une question de croyances limitantes. Alors là, on va arrêter parce que c'est bientôt la fin de ta batterie. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut te suivre si on veut aller plus loin? Bah, écoute, il y a ma chaîne Olivier Roland. Et puis sinon, donc, mon fameux livre, Tout le monde n'aura pas la chance de quitter son pays. Si tu veux, je peux offrir un extrait de 50 pages à tes auditeurs. Oui, bah, si tu veux, on mettra les liens sous la vidéo. C'est un lien? Oui, j'imagine. Voilà. Dernière question, quelle est la taille de ta bibliothèque? Parce qu'avec tous les livres que tu as lus... Quand j'ai déménagé à Londres, j'ai donné l'essentiel de mes biens et sur 25 cartons, il y avait 17 cartons de livres. C'était vraiment l'essentiel de mes biens. Mais je les ai tous donnés parce qu'en fait, je me suis dit, bah là, ce que je veux, c'est être vraiment flexible. Et je voulais plus avoir de livres physiques parce que c'est trop de poids pour quelqu'un qui veut bouger en permanence et surtout qui veut être capable de pouvoir partir d'un pays si ça lui plaît plus. Donc j'ai décidé de tout numériser. J'ai racheté toute ma bibliothèque sur le Kindle. Donc là, je ne sais pas te dire combien j'aurai de livres, mais c'est des centaines et des centaines. Bon, bah en tout cas, c'est le bon timing, hein, parce que là, on vient d'avoir une petite coupure de la batterie. Là, on finit avec le téléphone. Donc, non, mais c'était cool. De toute façon, là, je vais mettre tous les liens pour ceux qui veulent te retrouver. De toute façon, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se rappeler de toi. Hein. Je pense que tu as quand même touché beaucoup de personnes sur Internet. Même moi, j'ai beaucoup d'anciens, enfin des élèves, qui étaient aussi des anciens de blogueurs pro ou d'autres accompagnements que tu avais et qui te connaissent. Souvent, des fois, les gens disent « Ah ouais, comme moi, on a le même parcours, moi aussi, j'avais fait blogueur pro, etc. » Donc, c'est ça que c'est assez drôle. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont apprécier cette interview, j'espère. En tout cas, si vous avez apprécié, vous pouvez le signaler avec un gros pouce bleu. Abonnez-vous, activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. Merci à toi, Olivier, pour ton temps. Et je te souhaite tout le bonheur, toute la réussite pour ton futur. Et sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, à bientôt et ciao. Ciao, ciao.